La réforme du code du travail, c'est pas qu'il y ait 2 ou 3 failles, se résigner sans livrer bataille, qu'ils disent que l'on n'est pas taille, que les gens acceptent qu'on les assaille, vaut mieux que ça. Alors je suis impliquée dans cette mobilisation d'une part en tant qu'économiste et d'autre part en tant que citoyenne. Parce que c'est une loi qui vise à précariser davantage la situation des salariés, la situation des travailleurs et qui n'a aucune efficacité économique et notamment aucune efficacité en termes d'augmentation du niveau de l'emploi, de baisse du niveau du chômage. Et c'est là le problème. Le problème vient du fait que aujourd'hui on pense les causes du chômage essentiellement comme un problème lié aux rigidités du marché du travail, aux institutions du marché du travail, notamment comme le droit du travail, comme la protection des travailleurs, la législation du travail, au lieu de penser que le problème du chômage viendrait des politiques économiques qui sont menées, des politiques d'austérité qui sont menées, des politiques néolibérales qui sont menées depuis 40 ans. Et donc on se pose les mauvaises questions et on donne de mauvaises solutions également par rapport à cette question du chômage. Donc aujourd'hui, c'est avancé comme une fausse solution puisque aucune évaluation économique, je dis bien aucune évaluation économique, même même l'OCDE, donc qui est loin d'être un organisme réputé de gauchiste, donc une institution très libérale, eh bien déclare qu'il n'existe aucune évaluation économique qui permette donc de montrer un quelconque lien entre le niveau de la protection de l'emploi et le niveau du chômage. Donc aujourd'hui, c'est une loi qui ne va faire que précariser les conditions de travail et en aucun cas améliorer l'emploi. Et donc en cela, il faut se mobiliser puisqu'aujourd'hui, les seules politiques mises en place par ce gouvernement, qui sont des politiques économiques que l'on peut qualifier de droite, eh bien ces politiques menées, eh bien considèrent que le salarié est la seule variable d'ajustement. Et donc, en aucun cas, le capital est une variable d'ajustement, seul le salarié est une variable d'ajustement. Il est temps de cesser ces politiques de régression sociale, ces politiques qui veulent nous faire revenir à la fin du 19e siècle. Voilà. Qu'on laisse gouverner le patronat, on vaut mieux que ça. Qu'on cesse de gouverner par vos lois, on vaut mieux que ça. Quelques irréductibles gaulois face à l'envahisseur bourgeois qui voudraient piétiner nos droits, on vaut mieux que ça. Alors l'élément le plus dangereux, je pense que c'est la modification de la hiérarchie des normes, puisqu'on fait passer cette modification de la hiérarchie des normes, c'est-à-dire de donner la priorité aux accords d'entreprise sur la législation de l'emploi, on fait passer cela comme une avancée, comme l'idée qu'on va développer le dialogue social. Aujourd'hui, les conditions du dialogue social n'existent pas, avec plus de 6 millions de demandeurs d'emploi. Donc cette modification de hiérarchie des normes, elle vise notamment à permettre aux accords d'entreprise de donner des droits inférieurs à la législation de l'emploi. Or aujourd'hui, les conditions du dialogue social n'existent pas, le rapport de force est en défaveur des salariés. Le problème de cette loi travail, c'est qu'elle remet en cause ce qu'est la relation salariale. La relation salariale, c'est une relation de subordination entre un salarié et un travailleur, et en cela, le Code du travail a été créé pour prendre en compte cette relation asymétrique que eh bien, le Code civil ne prenait pas en compte. Et c'est en cela que ça a été créé. Et donc c'est pour protéger cette partie subordonnée, puisque le salarié est subordonné à l'employeur. Par exemple, ce n'est pas le salarié qui décide de faire des heures complémentaires. Ce n'est pas le salarié qui prend les décisions. L'employeur, c'est l'employeur qui prend les décisions. Et c'est en cela que le Code du travail, et puis ensuite que la protection sociale, permet notamment de protéger cette partie subordonnée. Or, aujourd'hui, cette loi, elle s'appuie sur un certain nombre de poncifs, de mythes économiques. Ces mythes économiques notamment, c'est l'idée que la relation de travail, ça serait une relation entre individus égaux. C'est ce que nous dit notamment la théorie orthodoxe, la théorie mainstream aujourd'hui, qui pense la relation salariale comme une relation entre individus égaux. Et en cela, alors, le rapport de force, il n'y aurait pas de rapport de force entre le salarié et l'employeur. Il serait dans une situation d'égalité. Or, le principe de réalité nous amène à voir que la relation est une relation de subordination, c'est une relation asymétrique.
ce mythe, cette mythologie, si on peut l'appeler comme ça, de la théorie dominante, elle pense également le marché du travail comme un marché qui se régule au niveau du salaire, par rapport à un prix, le salaire, et qui confronte une offre et une demande de travail. Et en cela, tout ce qui empêche la régulation, l'autorégulation de ce marché, en fait, serait une entrave au bon fonctionnement. Et créerait ainsi du chômage selon cette théorie. Cette théorie, elle nous dit également qu'il y aurait d'un côté des insiders qui auraient une rente de situation. Ça serait les travailleurs en CDI installés qui auraient une rente de situation face à des outsiders que seraient les chômeurs et les précaires. Et donc les insiders feraient en sorte de négocier des augmentations de salaire et d'empêcher les outsiders de rentrer sur ces emplois-là. Donc ça repose également sur un mythe. C'est l'idée que le marché du travail, ça serait un marché divisé de cette manière-là. Or aujourd'hui, en effet, le marché du travail, il est extrêmement segmenté. Il est segmenté, mais cette segmentation ne se fait pas entre des salariés qui auraient une rente de situation. Puisque le marché du travail aujourd'hui, c'est déjà un marché du travail très flexible. On a assisté à un certain nombre de réformes qui ont été menées ces 30 dernières années, qui visent à flexibiliser davantage le marché du travail. On peut en citer quelques-unes, puisque ces 10 dernières années, on a eu une accentuation de ces réformes qui visent à assouplir les règles de licenciement. Donc on a eu très récemment en effet la loi Macron, on a eu très récemment également la loi Rebsamen. Or, ces réformes ont été nombreuses, elles n'ont pas donné de résultats en termes d'emploi. Or aujourd'hui on nous dit que si ça ne marche pas, c'est parce qu'on n'a pas été assez loin. Et il faut aller encore plus loin, il faut flexibiliser davantage. Or, et on nous dit que ça permettra d'une part de créer des emplois, donc on montre qu'aucune évaluation économique ne prouve que ça crée des emplois, premièrement, donc en termes d'efficacité économique, c'est nul. Et puis de l'autre côté, on nous dit que ça diminuera la segmentation, la dualité du marché du travail. Or, aujourd'hui, on regarde d'autres pays. Prenons les États-Unis. Les États-Unis où on a un type d'emploi qui s'appelle l'employment at will. Eh bien, le marché du travail aux États-Unis, le monde du travail aux États-Unis est extrêmement segmenté. On a un marché du travail extrêmement segmenté avec une segmentation ethnique, avec une segmentation sexuelle, etc. Les femmes sont davantage sur des emplois à temps partiel dans certains secteurs, les minorités ethniques sont sur certains emplois, et donc on a également une segmentation extrêmement très importante de ces emplois. Le problème aujourd'hui, c'est permettre aux individus d'avoir un emploi, mais un emploi à la fois à temps complet, et puis un emploi qui leur permette de vivre, et un emploi pérenne, un emploi de qualité. Et c'est tout là le problème. Or aujourd'hui, on nous dit, on ne va pas, est-ce que si on propose aux personnes entre le chômage et l'emploi précaire, eh bien, qu'est-ce que vous proposez pour ces personnes-là? Eh bien, on n'a pas à choisir entre la peste et le choléra. La loi elle comme rime, et toutes ces conneries. Marre de ces moqueries en haut lieu, nous on vaut mieux que ça. Que toutes leurs tromperies, ça paye pas le bon prix. On a bien compris qu'on vaut mieux, ouais, on vaut mieux que ça. Bien, je vais rebondir sur ce que je viens de dire à l'instant. En effet, le partage du travail est une nécessité aujourd'hui. C'est une nécessité aujourd'hui et il faut le partager collectivement. C'est-à-dire qu'il faut poursuivre cette réduction collective du temps de travail au détriment de la réduction individuelle du temps de travail dont les femmes sont les premières victimes. Donc c'est un choix de société en effet. C'est un choix de société. Or aujourd'hui, on montre que cette réduction du temps de travail, elle a eu des effets sur l'emploi. Contrairement à ce qu'on nous laisse entendre. Aujourd'hui, on remet en cause les 35 heures. Alors les 35 heures, bien sûr, les 35 heures ont été mis en place avec une annualisation du temps de travail. On peut revenir dessus par rapport à cette loi travail, parce qu'on verra que cette loi travail accentue cette annualisation du temps de travail. Elle a entraîné une intensification du travail, et donc elle a dégradé les conditions de travail d'un certain nombre de salariés, certes. Mais donc elle s'est accompagnée de cela. Cependant, durant cette période, donc si on regarde la période 96-2001, donc c'est une des périodes, c'est la dernière période où on a créé massivement des emplois. Durant cette période, il y a eu 2 millions d'emplois créés, de création nette d'emplois. Les évaluations qui ont été menées sur l'effet des 35 heures eh bien, montrent que cela a créé entre 400 000 et 500 000 emplois. Donc s'il y a un résultat qui existe aujourd'hui et qui a montré des effets positifs sur la courbe du chômage, eh bien c'est bien la réduction du temps de travail.
Alors, pour continuer dans ces exemples-là, eh bien, durant la même période, donc au milieu des années 90, on a eu une forte augmentation du taux de chômage liée à la crise du système monétaire européen. Donc, suite à cela, notre taux de chômage dépassait les 10%. Eh bien, en 2001, notre taux de chômage est passé en dessous de la barre des 8%. Pour les jeunes, alors souvent on parle des jeunes, taux de chômage des jeunes, on dit voilà, ce sont les jeunes qui pâtissent le plus des difficultés du marché du travail, qui pâtissent le plus du chômage. Eh bien, les jeunes ont connu durant la même période une baisse de leur taux de chômage de 7 points. Donc en cela, la réduction du temps de travail a permis d'améliorer la situation de tous et d'améliorer en particulier également la situation des jeunes, puisque les jeunes surréagissent aux évolutions de l'activité économique, et donc ce sont les premiers à pâtir en effet des dégradations de l'activité économique, mais ils profitent également des améliorations. La réduction des temps de repos, les salaires peuvent faire de gros bonds en arrière quand le haut de la pyramide ne me faut d'ajouter le fractionnement des 11 heures de la journée. Repos et euros à journée, non, vaut mieux que ça. Alors, c'est difficile aujourd'hui parce qu'on fait face à un gouvernement qui a été élu sous une étiquette socialiste et qui aujourd'hui mène une politique profondément néolibérale et qui mène quelquefois une politique de régression sociale pire que les gouvernements précédents qui peuvent être qualifiés de droite. Donc aujourd'hui, la difficulté du mouvement social, c'est premièrement de pouvoir mettre en place une forme de convergence des luttes, puisque les revendications, elles sont nombreuses aujourd'hui. Au-delà de cette loi travail, les revendications, elles sont nombreuses. Les salariés et les chômeurs pâtissent des différentes réformes qui ont été menées. Et donc, on a une situation difficile qui fait qu'on a déjà subi un mouvement social important face aux retraites. Et donc les salariés se sont déjà mobilisés. On oublie souvent que la mobilisation, eh bien, lorsque l'on fait grève, on perd des journées de salaire. Et donc c'est un coût important pour les salariés lorsque l'on fait grève. Et donc aujourd'hui, il faudrait un vaste mouvement, mais c'est extrêmement difficile. Lorsqu'on entend Hollande dire que nous ne céderons pas, de l'entendre dire ça alors qu'il a cédé face au monde de la finance, alors qu'il a cédé, il n'arrête pas de céder face au patronat, eh bien on se demande comment il est arrivé au pouvoir et on se demande que faire face à ce type de gouvernement et face à ce président de la République qui nous répète exactement ce que nous disait Nicolas Sarkozy ou ce que nous disait également en 1995 Juppé, qui disait que nous ne céderons pas face à la rue. Donc on mène les mêmes politiques depuis 40 ans. On mène des politiques qui sont assez similaires. Les heures supplémentaires peuvent être 5 fois moins majorées. Les apprentis mineurs peuvent trimer 10 heures par journée. Les heures partielles à 24 heures, la semaine à 35 heures. Et d'autres acquis à cœur que cette loi vise à chourer. C'est au service des exploiteurs, les groupes les plus dévastateurs, à qui cette loi fait des faveurs, que l'État a couré. Le plafonnement des indemnités, on peut pas se bourrer. C'est pas pour aider le salarié car on veut mieux que ça.